L'armée russe, c'est comme un père alcoolique. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les citoyens russes eux-mêmes qui le disent. Vous voyez, il y a une blague populaire qui circule en ce moment en Russie et qui raconte comment les Russes ordinaires vivent cette période. La blague dit à peu près ceci. Un père russe alcoolique rentre chez lui et dit à son fils que le gouvernement va encore augmenter le prix de l'alcool. Le fils lui répond en demandant « Alors, ça veut dire que tu vas boire moins, papa ?» Le père répond « Non, ça veut dire que toi, tu vas moins manger. » C'est exactement la situation dans laquelle se trouve la population russe. Vous voyez, l'armée russe, c'est comme un père alcoolique qui ne peut pas s'empêcher de consommer les ressources et l'argent dont la population russe a désespérément besoin pour survivre. Maintenant, je suis sûr que la plupart d'entre vous savent que cela est vrai depuis 75 ans. Mais au cours du mois dernier, ce problème est devenu intense. Et c'est à cause de l'intensification des attaques de l'Ukraine contre les raffineries russes. Le mois dernier, en août, l'Ukraine a mené des frappes réussies contre 20 raffineries russes différentes, éliminant entre 10 et 25% de la capacité de raffinage russe, en utilisant seulement des drones aériens. À cause de cela, les prix du carburant en Russie augmentent, et de nombreuses régions du pays font face à une pénurie de carburant. Mais ce n'est pas l'armée russe qui va payer le prix de ces attaques ukrainiennes. Personne n'est mieux placé que le professeur Michael Clark pour expliquer cela. Nous avons eu une conversation ce week-end, et il a parfaitement expliqué la situation. Alors écoutons-le, j'aime. L'Ukraine estime pouvoir gagner en visant la capacité de raffinage pétrolier russe. Est-ce que cela fait une différence sur les lignes de front? Et si oui, à quel point cela change-t-il la donne? Nous avons tendance à exagérer cela, surtout chez les pro-ukrainiens. Quel est vraiment l'impact selon vous? Eh bien... Ils affectent sûrement la capacité de raffinage ukrainienne de la Russie. Elle a diminué. Ils ont affecté entre 10 et 20% de cette capacité. Je veux dire, le Pentagone a dit, ou du moins la Maison-Blanche américaine dit 20%. Je ne sais pas d'où vient ce chiffre, mais c'est au moins 10%, voire plus. Cela l'a donc affecté. Le prix de gros de l'essence, le prix de gros en Russie, a augmenté de 55% depuis le début de cette année, et il va continuer à augmenter. Le prix de détail, lui, n'a pas augmenté. Le prix de détail n'a augmenté que d'environ 10 ou 12% parce que le gouvernement russe continue d'intervenir pour essayer de maintenir le prix bas. Si le prix de gros continue d'augmenter ainsi, cela aura des répercussions l'an prochain. Les Russes commencent à s'en inquiéter sérieusement. À tel point que, d'après ce que j'ai compris, et je précise bien que ce n'est que ma compréhension, les Russes font certaines ouvertures envers les Ukrainiens pour dire « Nous arrêterons de cibler vos infrastructures énergétiques si vous cessez de cibler nos raffineries ». Je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois qu'il y a des gens qui pensent que c'est le cas. Et cela aurait du sens que les Russes commencent à s'inquiéter sérieusement de l'impact de la campagne contre les raffineries de pétrole menées par les Ukrainiens sur leur économie intérieure. Votre question était « Cela va-t-il affecter la ligne de front ?» Non, car les Russes fourniront toujours le carburant nécessaire à la ligne de front. Mais la plupart de leurs véhicules roulent au diesel, pas à l'essence, ce qui est un procédé différent. Et même s'ils venaient à en manquer, ils s'assureront que la ligne de front en ait suffisamment. Cela n'affectera pas directement l'approvisionnement en carburant russe, mais aura un impact économique certain sur la Russie. De quoi inquiéter les Russes, en plus des pressions. L'économie russe connaîtra de grandes difficultés de fin d'année à l'an prochain. C'est pourquoi, si les sanctions étaient maintenues aussi fermement qu'elles l'ont été en 2022-2023, elles auraient alors un impact beaucoup plus important sur l'économie. À moi, tu vois, l'ironie, les Américains semblent vouloir alléger les sanctions contre la Russie, alors qu'elles auraient maintenant un impact bien plus fort sur le gouvernement russe. Et la campagne contre les raffineries de pétrole que mènent les Ukrainiens est un succès en soi, mais ce n'est qu'un succès indirect par rapport à ce qui se passe en Ukraine même. L'économie russe va clairement traverser des temps difficiles, et ce n'est pas seulement mon optimisme occidental qui parle. Je sais que beaucoup d'entre vous en ont assez d'entendre que l'économie russe s'effondre, car cela se dit depuis le début de l'invasion. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces informations viennent en fait de l'intérieur de la Russie, où l'on voit maintenant de grands présidents directeurs généraux s'exprimer publiquement contre l'économie russe. Et ils contredisent Vladimir Poutine, et ils contredisent ce que Poutine dit aux citoyens russes. Vous voyez, un récent affrontement entre Poutine et un grand président directeur général de banque russe, German Gref, montre la déconnexion croissante entre le Kremlin et la communauté économique russe.
Maintenant, ce type, Greff, n'est pas un président directeur général de banque ordinaire, c'est le patron de la plus grande banque de Russie. Et il a déclaré publiquement au Forum économique de l'Est, il y a seulement 10 jours, que la croissance du produit intérieur brut russe était pratiquement nulle, après une forte baisse en avril et en juin. Selon sa déclaration, et je le cite, « Le deuxième trimestre peut pratiquement être considéré comme une stagnation technique. » Fin de citation. Maintenant, Poutine n'était bien sûr pas content de cela, car les gens prêtent attention à ce que dit le président directeur général de la plus grande banque. Et Poutine a essentiellement réagi aux commentaires faits par ce président directeur général. Selon Poutine, le ralentissement de la croissance économique est une bonne chose, car cela signifie que l'inflation va ralentir. Et bien sûr, qui n'aime pas une inflation plus faible. Maintenant, quelque chose comme ça est rare en Russie. Vous savez, il arrive souvent que des gens tombent des immeubles, surtout des présidents directeurs généraux. Et maintenant, on voit Vladimir Poutine être publiquement interrogé sur les déclarations d'un président directeur général de banque, et Vladimir Poutine qui s'oppose à cette déclaration. En plus de tout cela, je veux souligner une chose. Ce type, le président directeur général de la plus grande banque, GRF, il sait que son appartement a beaucoup d'immeubles. Donc il a été très diplomate dans les déclarations qu'il a faites. Il ne voulait pas accuser Poutine ou le service fédéral de sécurité d'avoir tué l'économie russe. Tout ce qu'il essayait de dire, c'est que l'économie est en difficulté et que nous devons faire quelque chose à ce sujet. Ce n'était pas une déclaration anti-russe ou pro-ukrainienne. Non. Ce gars-là veut que l'économie russe réussisse et il souligne publiquement que, quelque chose ne va pas et qu'il faut régler ça. Clairement. Cela montre qu'il y a un problème profond et que quelque chose de drastique est sur le point d'arriver à l'économie russe si les choses ne sont pas rapidement corrigées. Et je dis cela parce que la Russie ne publie pas vraiment beaucoup de données sur son économie. Historiquement parlant, nous avons toujours su que les données provenant de pays comme la Russie, la Chine et la Corée du Nord ne sont pas toujours les plus fiables. Nous savons qu'ils manipulèrent les données pour que la situation paraisse meilleure qu'elle ne l'était. Mais même dans ce cas, les données qu'ils publiaient nous donnaient une idée de la réalité. Nous n'avions pas besoin des chiffres précis. La tendance montrait déjà quelque chose. Si la Russie annonçait une forte croissance économique une année, puis une baisse l'année suivante, même sans croire les chiffres russes, on voit que l'économie a des difficultés s'ils admettent publiquement un ralentissement de la croissance. Eh bien, depuis 2022, Poutine a cessé de publier pratiquement toutes les données importantes concernant l'économie russe, à l'exception du chiffre de la croissance économique russe. Maintenant, cela montrait en gros chaque année que l'économie russe continuait de croître malgré les sanctions occidentales. C'était la façon pour Poutine de montrer au monde « Vos sanctions n'affectent pas notre économie. Nous pouvons mener cette guerre tant que l'économie va bien. » Les propagandistes russes ont repris ce chiffre de croissance du produit intérieur brut pour répéter ce que Poutine leur disait. Ils ont commencé à crier partout que l'économie russe est en croissance et qu'elle croît plus vite que celle de nombreux pays occidentaux. Peut-être devrions-nous abandonner les sanctions et réintégrer la Russie dans le monde occidental. Pendant que Poutine et son armée tuent des citoyens ukrainiens innocents en Ukraine. La seule raison de la croissance de l'économie russe, c'est que Poutine imprimait de l'argent. Il dépensait tellement pour l'armée et le secteur de la défense que cela cannibalisait toutes les autres industries en Russie. Mais à court terme, l'économie russe était en croissance à cause de cela. Nous savons maintenant que ce n'est pas une stratégie à long terme pour bâtir une nation prospère. L'Union soviétique en est un parfait exemple. Et il semble qu'aujourd'hui, le moment est venu où l'impression de monnaie et les dépenses militaires ne vont plus continuer à faire croître l'économie. En fait, maintenant, on peut voir les fissures apparaître dans d'autres secteurs. Même dans ce cas, nous ne savons pas exactement à quel point la situation est grave, car la Russie ne publie pas toutes les données. Mais nous pouvons examiner les décisions que prend leur banque centrale, et nous pouvons faire une estimation éclairée de l'état de l'économie russe, et des raisons pour lesquelles la banque centrale prend ces décisions. Voici une bonne analogie pour expliquer ce processus. Si je dis être en déficit calorique, même sans connaître mon poids, vous pouvez deviner que j'essaie de perdre du poids, donc il se peut que je sois en surpoids. Maintenant, ce n'est pas vrai à 100% tout le temps, mais c'est une supposition assez logique, basée sur le fait que je suis en déficit calorique. De la même manière,
regardons ce que fait la Banque centrale russe avec le taux d'intérêt, et voyons ce que nous pouvons comprendre sur la santé économique de la Russie et le taux d'inflation. Maintenant, il y a 3 choses que nous savons sur l'économie russe. Tout d'abord, nous savons, bien sûr, que l'inflation est élevée. Mais heureusement pour les Russes, et Poutine, elle est en fait en train de baisser, comparée à il y a quelques mois seulement. Ce n'est pas encore à un niveau sain. Selon les statistiques officielles russes, c'est environ 8 ou 9%, mais c'est plus bas que ce que c'était il y a quelques mois à peine, quand ça atteignait 18, 19, 20%. Deuxièmement, nous savons aussi que le chômage est en réalité très bas en Russie. La raison en est simple, la Russie offre d'énormes primes à tous ceux qui rejoignent l'armée. Cela aide. En plus de cela, plus d'1 million de Russes, principalement des personnes en âge de travailler, ont tout simplement quitté le pays, parce qu'ils ne voulaient pas faire partie de cette guerre, ou qu'ils ne voulaient pas être enrôlés par l'ordre de mobilisation de Poutine qu'il a annoncé en 2022. Et la troisième raison est également liée à la guerre. Le gouvernement russe finance de nombreuses entreprises pour soutenir son armée, soutenir l'économie de guerre. Et ces entreprises produisent du matériel de défense, des équipements, des armes, ce genre de choses. Et elles embauchent des gens en masse. Elles veulent embaucher un maximum de personnes pour produire beaucoup de matériel et obtenir l'argent des contrats gouvernementaux. Maintenant, à cause de tout cela, le chômage est en fait vraiment bas. Mais la croissance économique semble maintenant ralentir, comme nous l'avons vu au début de cette vidéo. Le problème pour la Banque centrale russe est que la croissance économique ralentit. Mais le fait que l'inflation reste élevée présente un dilemme très problématique. Vous voyez, quand l'inflation est élevée, toute banque centrale est censée augmenter le taux d'intérêt afin de ralentir l'activité économique et, espérons-le, faire baisser l'inflation. L'inflation est quelque chose de très dangereux. Comme Charlie Munger l'a dit un jour, l'inflation est la façon dont les civilisations prennent fin. Et bien sûr, Poutine ne voudrait pas voir cela se produire sous sa gouvernance. Donc, il ne veut pas que l'inflation devienne incontrôlable. Mais pour Poutine et la Banque centrale, le problème est que l'activité économique ralentit également. Cela signifie qu'ils doivent baisser le taux d'intérêt pour augmenter l'activité économique, ou stimuler l'économie afin qu'elle croisse. Mais ils doivent augmenter le taux d'intérêt pour ralentir l'inflation. C'est déjà un problème difficile en soi, et la Banque centrale doit y faire face comme elle l'entend. Mais ce problème était devenu plus difficile pour la Banque centrale à cause de la politique qui se déroule en Russie. Vladimir Poutine a publiquement reproché à la présidente de la Banque centrale de ne pas avoir baissé les taux d'intérêt, exigeant leur réduction. Pour stimuler la croissance économique de la grande nation russe, il l'a fait publiquement à plusieurs reprises. Et je me souviens qu'à la fin de l'année dernière, il reprochait essentiellement à la Banque centrale l'effondrement de l'économie russe. Mais il ignore complètement le fait que la raison pour laquelle la Banque centrale russe ne baisse pas le taux d'intérêt, c'est parce que Poutine continue d'imprimer de l'argent pour financer cette invasion. Comme si cela ne suffisait pas déjà, nous avions de nombreux oligarques russes, très puissants en Russie, et qui font partie du cercle rapproché de Poutine. Ils sont sortis publiquement et ont commencé à mettre la pression sur la gouverneure de la Banque centrale en Russie, en disant « vous devez baisser le taux d'intérêt. Nous voulons construire de nouvelles usines et attirer davantage d'investissements dans le pays. » C'est très difficile à faire avec un taux d'intérêt de 18%. Maintenant, ces oligarques avèrent des raisons égoïstes de faire cet argument. Vous voyez, ces oligarques ont commencé à réaliser que la guerre ne va pas durer éternellement. Cela signifie que les caisses du gouvernement, cela signifie que les dépenses publiques vont bientôt s'arrêter. Et ils voulaient gagner autant d'argent que possible. Donc ils veulent investir dans plus d'usines pour obtenir ces contrats gouvernementaux et gagner plus d'argent. C'est difficile avec un taux d'intérêt à 18%, donc ils souhaitent que la Banque centrale le baisse. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Elle paie les créateurs 64 millions de dollars par jour. Pourquoi ? Eh bien, parce que YouTube n'a pas assez de créateurs. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci juste ici. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout le monde devrait créer une chaîne. Si vous vous demandez s'il faut lancer une chaîne YouTube ou sans visage, c'est le moment idéal. YouTube paie des créateurs des millions de dollars chaque jour, et il met en avant les chaînes nouvelles, et plus petites, plus que jamais. Je suis sûr que vous avez des questions sur comment lancer et développer une chaîne. Nous recevons souvent des questions par email de votre part.
C'est pourquoi nous avons décidé de rassembler tous nos conseils YouTube dans une seule vidéo YouTube, entièrement gratuite. Si vous voulez créer votre chaîne, regardez cette vidéo sur YouTube via le lien en description ou la fiche à l'écran. C'était un travail très difficile pour la Banque centrale. La gouverneure, nommée Elvira Nabiulina, est en fait une gouverneure très compétente. En fait, c'est l'une des plus respectées au monde. Parce qu'elle a en réalité plutôt bien géré l'économie russe depuis que Poutine a lancé son invasion insensée. Mais vous voyez, elle en avait assez de cette politique, alors elle a en fait présenté sa démission à Poutine. Mais Poutine s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se passer d'elle, parce qu'elle est l'une des rares planches de salut de l'économie russe. Heureusement, grâce à ses compétences, Poutine a refusé sa démission et lui a accordé plus de liberté. Il a essentiellement dit « nous allons faire quelques commentaires en public parce que c'est simplement de la politique. Mais tu peux faire tout ce que tu penses être le mieux pour l'économie russe. » Et tout récemment, elle a pris une décision qui nous en dit long sur la direction que prend l'économie russe. Elle a récemment réduit le taux d'intérêt en Russie à 17%. Ce n'est qu'une baisse de 1%. Il est passé de 18 à 17%. Ce n'est pas une grande baisse, mais cela nous indique où la Banque centrale concentre ses efforts. La Banque centrale de Russie veut vraiment que l'économie recommence à croître. Beaucoup de gens s'attendaient en fait à une baisse beaucoup plus importante que celle-ci. Mais le fait que la baisse ne soit que de 1% nous indique qu'elle est encore préoccupée par l'inflation qui diminue. Mais ce n'est pas là où la Banque centrale le souhaite. Et elle pourrait remonter très rapidement, surtout en tenant compte des sanctions secondaires. On parle des sanctions secondaires dans la déclaration. Lorsqu'elle a annoncé la réduction, elle nous en a expliqué la raison. Et selon cette déclaration, elle reconnaît que l'économie russe ralentit, mais qu'elle continue de croître. Ce n'est pas autant qu'au début de la guerre, mais cela reste positif. Mais elle ajoute aussi que de nombreuses entreprises en Russie ralentissent, en particulier celles qui sont orientées vers l'exportation. Qu'est-ce que cela nous indique ? Eh bien, cela nous indique que les sanctions, les discussions sur les sanctions et les discussions sur les sanctions secondaires ont en réalité un effet. Nous avons déjà abordé cela précédemment sur la chaîne également. Le président Trump a récemment imposé une sanction secondaire de 25% aux entreprises et raffineries indiennes pour l'achat de pétrole russe. Eh bien, devinez, le gouvernement indien était très pro-Russie. Ils ont dit « Nous ne compromettrons pas notre sécurité énergétique pour des tarifs douaniers ». En réalité, les entreprises indiennes ne faisaient pas cela. De nombreuses grandes raffineries indiennes ont cessé ou ralenti l'achat de pétrole russe. De plus, les ports indiens, indispensables pour importer du pétrole russe, ont annoncé aux pétroliers russes qu'ils ne pouvaient pas accoster. Donc si les ports indiens ne sont pas disposés à travailler avec les raffineries pour importer du pétrole, il sera très difficile pour les raffineries indiennes qui souhaitent importer du pétrole russe de réellement mettre la main sur ce pétrole. Maintenant, il n'y a pas que l'Inde qui se détache de la drogue russe, c'est-à-dire le pétrole bon marché. La Chine fait en réalité la même chose. Maintenant, la Russie n'en parle pas, parce que selon Poutine, la Chine et la Russie sont de très proches amis. Voilà pourquoi Poutine a assisté au sommet de Shanghai, marchant avec Xi Jinping et discutant de vivre jusqu'à 150 ans. Parler ne coûte rien. Seules les actions révèlent la réalité. Et comme vous le savez, en géopolitique, il n'y a pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents, seulement des intérêts permanents. Eh bien, devinez quoi ? D'après de nouvelles données en provenance de Chine, dont je sais qu'elles ne sont pas totalement fiables, cela nous donne tout de même une idée de la direction de l'amitié sino-russe. Les exportations de la Chine vers la Russie ont chuté de 16% en août, et inversement, les exportations russes vers la Chine ont également chuté de 18% au cours du même mois. Alors, lorsque ces données sont sorties, bien sûr, la Russie a dû expliquer ce qui se passait. Qu'est-il arrivé à l'amitié éternelle, aux frères de toujours, ou peu importe comment ils s'appelaient l'un l'autre ? Selon le ministre russe du Commerce et de l'Industrie, les échanges diminuent à cause des sanctions. Vous voyez, peu importe ce que la Russie veut dire, la réalité, ce sont les actions qui nous montrent ce qui se passe, et les sanctions commencent à faire effet. Les sanctions nuisent à l'économie russe. Nous le savons, car chaque fois que la Russie souhaite négocier, elle demande d'abord la levée des sanctions. Mais publiquement, ils veulent communiquer que les sanctions ne les affectent pas du tout. En privé, ils demandent « Pouvez-vous les enlever ?» C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine vidéo.